Bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'aborder avec vous la question de la stratification du risque et de la prévention de la mort subite dans les cardiomyopathies dilatées. C'est un sujet complexe qui a connu des développements importants au cours des dernières années et la thématique de la prévention dans un certain nombre de pathologies plus spécifiques comme les laminopathies a apporté un développement important à ce sujet. Je n'ai pas de conflit particulier à déclarer autour de cette thématique-là. Alors, l'approche la plus globale en ce qui concerne la prévention de la mort subite, qui est celle qui est reprise dans les recommandations nord-américaines et européennes, et celle qui est la plus largement appliquée en France et ailleurs dans le monde, et celle visant à proposer l'implantation d'un défibrillateur aux patients ayant une dysfonction systolique importante, avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, 30%, fortiori. Cette stratégie repose sur un certain nombre d'essais qui ont été précédemment menés et montrant que implanter les patients sur ces critères-là permettait de prévenir un certain nombre de morts subites. Donc on sait que cette approche a très certainement un impact positif pour améliorer le pronostic vital des patients avec cardiomyopathie dilatée, mais on sait également que cette approche a un certain nombre de limites. La première limite a été mise en avant par une étude publiée il y a quelques années dans le New England Journal of Medicine, qui est l'étude d'Anish, qui a validé justement l'intérêt d'implémenter cette stratégie sur ces critères-là, en évaluant finalement l'impact sur la mortalité totale. Et cette étude, à l'ère des traitements optimisés pour l'insuffisance cardiaque, l'IEC, bêta-bloquant et autres thérapeutiques, eh bien, cette étude n'a pas montré de bénéfice sur le critère principal, qui était justement la mortalité totale. Il y a un certain nombre d'interprétations autour de ces résultats, et je pense qu'une des pistes intéressantes est le fait que probablement les approches non spécifiques de prise en charge arrivent aussi à leurs limites et ouvrent l'intérêt des approches plus spécifiques que je vais aborder avec vous. Deuxième limite importante est le fait que finalement, si on applique des critères strictement de fonction ventriculaire gauche avec ces valeurs seuil-là, eh bien on s'aperçoit que, et ça ce sont des données basées sur l'analyse d'un certain nombre de registres, que quasiment 70% pour un certain nombre de registres nord-américains des patients faisant des morts subites échappent à ces critères-là. C'est-à-dire que d'emblée, en appliquant simplement ces recommandations, eh bien, il y a 70% des événements qu'on n'est pas capable de prévenir. Donc, parallèlement à ces approches plus globales, ont été développées un certain nombre d'approches plus spécifiques que je vais développer. Ces approches reposant sur le fait que finalement, la cardiomyopathie dilatée est un groupe très hétérogène qui comprend un nombre de causes très importantes que vous avez tous en tête, les causes toxiques, tout ce qui relève du domaine de la cardio-oncologie, les causes métaboliques, les causes endocriniennes, la cardiomyopathie du péripartum. Donc on peut inscrire beaucoup de pathologies dans ce cadre-là. Et puis il y a deux grands groupes aussi qui sont des groupes importants parce qu'ils peuvent permettre d'individualiser des patients à haut risque d'événements et à haut risque notamment de mort subite, qui sont les causes génétiques. On sait que dans les cardiomyopathies dilatées idiopathiques, eh bien, on identifie des pathologies monogéniques, c'est-à-dire des variants ou des mutations dans un gène potentiellement responsable de la pathologie, chez maintenant près de 50% des patients. La proportion de patients est assez variable en fonction des études, des critères retenus, mais dans une proportion significative de patients. Et parmi ces gènes, on retrouve le gène LMNA, responsable des laminopathies, une pathologie dont je vais parler dans la suite de ma présentation. Et puis il y a le cadre également des causes inflammatoires, la sarcoïdose, la myocardite virale, qui elles aussi sont des pourvoyeurs importants de morts subites qui sont potentiellement arythmogènes. Alors les laminopathies sont des pathologies importantes parce que finalement, je dirais que c'est la première entité pour laquelle on a réellement montré qu'il était possible de stratifier le risque différemment et de proposer une stratégie de prise en charge différente à partir d'un diagnostic et d'un diagnostic génétique qu'on pouvait effectuer. Donc les laminopathies sont des pathologies, comme je vous le disais, génétiques, dues à des mutations dans un gène qui est le gène LMNA. Ce sont des pathologies qu'on connaît maintenant depuis
une vingtaine d'années, puisque les descriptions Princeps remontent à 1999, descriptions Princeps concomitantes en France et aux États-Unis. Et on sait que ce sont des pathologies qui sont loin d'être exceptionnelles, puisqu'on les identifie chez près de 5% des cas de patients ayant des cardiomyopathies dilatées idiopathiques. Alors assez vite, dans les suites des descriptions Princeps de ces pathologies, on s'est aperçu que l'histoire naturelle, à la fois sur le plan d'insuffisance cardiaque et surtout au plan rythmique de ces pathologies, était assez spécifique et assez différente du schéma qu'on pouvait avoir de la dysfonction VG et des troubles du rythme ventriculaire chez les patients avec CMD, puisque d'abord les événements rythmiques qui comprennent des troubles du rythme supraventriculaire et des troubles du rythme ventriculaire, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, sont habituellement de survenue précoce, c'est-à-dire souvent avant un stade où les patients développent une cardiomyopathie dilatée et une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que ce sont des pathologies extrêmement arythmogènes. Les patients peuvent faire une mort subite alors même que leur fonction ventriculaire gauche est préservée, et dans une immense majorité des cas, alors que la fraction d'éjection est supérieure à 35%. Donc des pathologies très arythmogènes avec des manifestations électriques, troubles du rythme, mais également troubles conductifs, survenant avant le développement, à proprement parler, d'une cardiomyopathie dilatée et d'une cardiomyopathie dilatée a fortiori sévère. Le deuxième point est que ce sont des pathologies de mauvais pronostic en ce qui concerne le développement d'insuffisance cardiaque terminale et essentiellement de mauvais pronostic aussi du fait de la survenue de complications rythmiques et de mort subite, avec un risque largement supérieur à des cardiomyopathies d'autres causes. Ça a été montré dans un certain nombre de publications, et notamment dans ce travail qui a été publié dans le JACC en 2013, qui est un papier de référence. Et puis assez rapidement, on a pu faire une preuve de concept. C'est un travail publié par notre équipe dans le New England en 2006, et bien que chez les patients avec l'aminopathie, qui, au moment de cette publication-là, se présentaient comme étant des patients à haut risque de mort subite rythmique, et bien que l'implantation précoce de défibrillateurs chez ces patients-là, dans cette étude pilote, avait été implanté des patients avec une fraction d'éjection supérieure à 45%, qui étaient à haut risque de troubles conductifs et potentiellement de manifestations rythmiques, eh bien, on a pu montrer que l'implantation de défibrillateurs était souvent associée à des thérapies appropriées chez ces patients-là. 8 patients sur 19 qui avaient reçu une thérapie du défibrillateur. Donc cette publication remonte à 2006 et il a fallu attendre un certain nombre d'années, 2012, pour pouvoir avancer par rapport à la question de la stratification du risque dans cette pathologie bien spécifique, avec un travail qui avait été publié dans le JACC, un travail collaboratif européen, qui avait analysé les données relatives à la prise en charge d'un peu plus de 250 malades, patients ayant une laminopathie prouvée génétiquement, qui avaient été explorés et suivis au cours du temps. Alors, des patients à très haut risque d'événements, vous le voyez, puisque près de 5% d'arythmies malignes ventriculaires par an, c'est-à-dire arrêt cardiaque, mort subite, troubles du rythme syncopaux. Et cette étude a permis d'identifier un certain nombre de facteurs de risque qui étaient indépendamment associés à la survenue de ces événements. Ces 4 facteurs de risque étant un sexe masculin, la présence de mutations de type non-faux-sens, la présence de tachycardie ventriculaire non soutenue, définie par la présence au moins de triplés au Holter ECG, et la présence d'une altération de la fonction systolique avec une FEVG inférieure à 45%. Et vous voyez ici sur ces courbes que les patients avec un facteur de risque ou aucun facteur de risque n'avaient pas d'événement, et qu'à contrario, les patients avec 2 ou 3 facteurs de risque avaient un taux d'événement extrêmement élevé, pouvant justifier l'implantation prophylactique d'un défibrillateur. Peu de temps après, les recommandations européennes et américaines pour la prévention de la mort subite on fait émerger cette entité, donc les laminopathies, comme la première, dans le cadre plus général des cardiomyopathies dilatées, pour lequel existait une indication spécifique à implanter un défibrillateur en prévention primaire, reprenant ces critères-là.
Donc vraiment un premier pas dans une prise en charge plus personnalisée de la mort subite dans la cardiomyopathie dilatée. Quelques années après, notre équipe a coordonné un travail visant à aller plus loin dans la stratification du risque dans ces pathologies-là, et grâce au développement d'un score, un peu sur le modèle du score qu'on a pu aborder dans la session sur la cardiomyopathie hypertrophique, qui a été développé par nos collègues de Londres, et un score donc spécifique des laminopathies, pour essayer d'obtenir une prédiction du risque, une stratification du risque plus fine qu'avec les facteurs de risque cardiovasculaires classiques. Alors cette étude a été basée sur l'analyse des données du registre national sur les laminopathies dont je coordonne les aspects cardiaques, qui incluait un peu plus de 650 malades à l'époque. Et donc le score prédictif des événements a été dérivé des données issues de ce registre et validé dans une cohorte totalement indépendante, qui est une cohorte internationale, incluant des patients de Londres, Boston, un certain nombre de centres en Europe et en Australie. Donc les analyses amenant au développement de ce score ont repris les 4 items que j'ai précédemment cités, en ajoutant la présence de troubles conductifs auriculo-ventriculaires, un BAV du 1er degré, BAV du 3e degré ou du MOBITS 2. Une formule a été développée et un calculateur en ligne, vous avez le lien ici qui est assez facilement accessible, ont été mis en place et permettent d'obtenir une évaluation du risque d'arythmie ventriculaire maligne à 5 ans, qui peut évidemment guider les indications de défibrillateurs chez ces patients qui sont souvent difficiles, chez des patients jeunes, souvent asymptomatiques, avec des manifestations modérées de la maladie. Nous avons pu montrer dans le papier Princeps, donc qui a été publié l'année dernière dans Circulation, que ce score, en comparaison avec la stratégie basée sur les facteurs de risque, permettait de reclassifier correctement un certain nombre de patients et à la fois d'éviter un certain nombre probablement d'arythmies, de décès liés à des arythmies, et d'un autre côté d'éviter aussi des implantations non nécessaires de défibrillateurs. Et donc je vous invite tous à accéder à ce lien qui permet d'obtenir un calcul, une évaluation du risque à 5 ans. Alors cette approche risque va probablement être implémentée dans les prochaines recommandations européennes et américaines, du moins je l'espère. En tout cas, vous avez accès à ce calculateur en ligne dès à présent. Et il reste une étape de validation, de discussion entre experts pour valider des valeurs seuil. Vous savez que c'est toujours un sujet éminemment controversé et discuté. Ça a été le cas pour les cardiomyopathies hypertrophiques, ce sera probablement le cas pour les laminopathies également. En conclusion, pour remettre tous ces éléments en perspective, en préambule, je vous présentais l'approche assez généraliste, qui est une approche basée sur la prise en charge des cardiomyopathies en général, qui repose sur un certain nombre d'essais, montrant un bénéfice à implanter des défibrillateurs chez les patients ayant une dysfonction systolique importante. Approche qui arrive sans doute, pour certaines raisons, à ses limites. Et puis, parallèlement à ça, la meilleure connaissance des cardiomyopathies, et notamment le développement d'outils diagnostiques génétiques en routine beaucoup plus précis, a permis l'identification d'un certain nombre d'entités, qui sont des entités à haut risque de mort subite, pour lesquelles on va être en mesure de proposer des stratégies plus fines de stratification du risque. C'est le cas pour les laminopathies, mais ça va être très semblant le cas pour d'autres cardiomyopathies. Et un certain nombre d'autres gènes peuvent être responsables de cardiomyopathie dite arythmogène, non pas ventriculaire droite, mais ventriculaire gauche. Et je vous invite à lire cette publication de 2019 qui est extrêmement intéressante puisqu'elle reprend un certain nombre de gènes pour lesquels on aura potentiellement la possibilité de proposer des stratégies personnalisées, un peu comme les laminopathies. Et donc vous voyez qu'on a deux approches qui sont finalement complémentaires, qui vont finir par se rejoindre et qui vont, je l'espère, dans les années à venir, vraiment contribuer à améliorer le pronostic de nos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention.